Les experts basket saison 2, épisode 8. Très heureux de vous retrouver sur Monaco Info. Nouvelle année, mais même équipe, puisque nous sommes toujours en compagnie de notre consultant chef, j'ai envie de dire, Ali Traoré. Bonjour Ali. Et oui, bonjour. L'équipe de choc est toujours là, en 2024, pour vous donner la meilleure expertise possible du basket. Je ne peux pas dire mieux. Vous avez très bien attaqué cette émission. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes, mon cher Ali ? Tout à fait, des fêtes, ma foi, très calmes dans le concon de ma maison. Des bonnes résolutions pour 2024 ? Bien sûr, être encore meilleur que l'année dernière. Ça me plaît. Et ben voilà, on attaque tout de suite par le débrief. On va attaquer Ali de façon exceptionnelle, j'allais dire, non pas par la Betclic Elite, non pas par l'Euroleague, mais qui dit fête de fin d'année, dit fête du basket français, et donc par le All-Star Game qui a eu lieu, comme d'habitude, à Paris, du côté de Bercy. Et cette année, on peut dire que c'était un très bon cru, puisque on ne s'est pas du tout ennuyé, notamment lors du match principal qui est allé en prolongation. Ah oui, c'était une belle réussite, honnêtement. Alors, j'ai eu la chance d'être dans les tribunes pendant ce match-là, donc j'ai pu voir de mes propres yeux le show James Iffy ou Iffy James avec un petit peu d'Okobo. Oui. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu du suspense, et après, clairement, il y a deux joueurs qui ont pris le pas, qui ont décidé de prendre le leadership sur ce match-là, et finalement, c'est Mike James qui a scoré moins que Nadir Iffy, mais qui a scoré les chutes tellement clutch qui en fait a fait gagner la sélection du monde. Victoire 154-149 après prolongation donc du Team Monde. Vous en avez un petit peu parlé. Mike James qui a fait du Mike James, qui a pris les choses en main, 3 tirs primés lors de la prolongation, et voilà, des gros tirs comme il le sait le faire. Oui, bien sûr, il a décidé de ne pas arrêter. Il a commencé la saison sur le pied sur le gaz, il n'arrête pas, donc même pour un All-Star Game. Après, c'est un joueur de All-Star Game. Oui, il a déjà appelé de ses voeux sur ses réseaux sociaux un All-Star Game Euroleague, ce que j'adorerais voir. Très bonne idée. Mais en tout cas, quand on voit ce qu'il est capable de faire là-dessus, forcément, on aimerait quand même bien voir les meilleurs joueurs d'Euroleague s'affronter dans un All-Star Game. 34 points pour lui, titre de MVP dans la poche, et Nadir Iffy, lui, a connu une soirée record. Ça s'est joué à rien pour qu'il fasse tomber le record de Yohan Bonato de 1995. Oui, tout à fait, il a mis 44 points, il est passé à un lancer franc raté de battre le record de Yohan Bonato, donc ça montre que voilà, ce petit fou-là, il a un avenir radieux et qu'il n'a vraiment pas peur d'aller chercher des gros records. Il y a eu aussi les traditionnels concours de meneurs de jeu, de dunk, remportés par Doc aussi, avec notamment un joli dunk pas loin au niveau du pied d'appui de la ligne des lancers francs. Et la belle histoire, c'est le concours à 3 points remporté par Johnny Berané-Mesquel de Gravelines-Dunkerque. Bien sûr, c'est une très belle histoire, sachant ce qui est arrivé à Gravelines et à Sportica, qui est parti en flammes malheureusement. Donc c'est une équipe maintenant qui est un peu déracinée, qui n'a pas de salle. Donc en plus, il a fait un bel hommage à Gravelines, après avoir remporté ce titre. Donc c'est clairement l'une des belles histoires de ce All-Star Game. Retournons à notre Roca Team. Et à l'Euroleague, il y a eu 3 matchs complètement différents, j'ai envie de dire, entre la fin d'année et le début 2024. Ça s'était très bien terminé avec une victoire historique, j'allais dire, contre le Barça, 91-71. La première à Gaston Médecin et la première en saison régulière face aux Catalans. Oui, écoutez, effectivement, la fin d'année s'est très bien passée. Alors c'était le match au Barça, pour moi c'était quand même le match référence, parce qu'on l'a dit, Monaco, en 2 saisons, n'a jamais réussi à battre le Barça en saison régulière. C'était le cas, c'était un match absolument maîtrisé du début à la fin, une victoire collective avec beaucoup de marqueurs dans l'équipe. Donc oui, c'était la belle époque, mais ça a vite changé. Puisque, on va rester d'abord sur le match contre Barcelone. Ils, on va dire, lâchent un peu de l'Est les Monégasques en fin de match, sinon ils avaient limité le Barça à 61 ou 62 points quasiment. C'était une énorme prestation défensive de l'équipe. Oui, une énorme prestation défensive qui commençait dès le début, qui commençait dès le meneur, dès Mike James, qui se terminait avec Dante Hall ou alors Donatas Monteona. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup joué. Non, il a un moins gros impact. Enfin, bref, vraiment collectivement, l'équipe a vraiment impressionné. Ça se voit que les joueurs étaient vraiment focus et qu'ils ont préparé le match comme il fallait. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, quelques jours plus tard, du côté du Maccabi Tel Aviv, avec cette défaite où Monaco a perdu le contrôle du match très tôt dans la rencontre? Oui, alors là, pour le coup, c'était une toute autre histoire. L'équipe avait l'air perdue, avait l'air... ils étaient en retard sur tout, ils n'étaient pas du tout dans le plan de jeu qui avait été défini forcément par Sasha Obradovic. Donc il y a des soirs sans, et là clairement c'était un soir sans. Après on connaît le contexte un peu bizarre, le fait de jouer à Belgrade, pas de public... donc après, on sait que Maccabi, ils sont surmotivés face à Monaco, parce qu'ils sont pris une belle aussi à Monaco. Oui. Donc il y a aussi de ça, une surmotivation du Maccabi, match 100 pour Monaco, donc ce qui a donné ce gros score.
2 joueurs sont malgré tout sortis du lot. C'est le même duo qu'on avait vu face au Barça. Mike James, Alpha Diallo, 47 points eux deux. Oui, ce sont les deux actuellement, pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs de l'équipe, clairement. Ils sont en pleine bourse, surtout Alpha Diallo qui a tellement progressé, notamment à 3 points, où il est à 42% à 3 points. Pour moi, c'était son seul point faible, Alpha Diallo. C'était son seul point faible, et pour moi, maintenant, il fait partie des top ailiers en Euroleague, il le prouve. Bon, Mike James, on le sait, il fait une saison de MVP. Oui, là, à mon sens, c'est le MVP de la phase allée. Il pareil, il y a ses stats à 3 points, il a 45% à 3 points, l'année dernière, il tournait à 26, ça change absolument tout. D'après lui, c'est une histoire de poignet, il était blessé au poignet, si c'est vraiment ça, je le crois. Il n'y a pas de souci. Il faut le sécuriser ce poignet-là, voilà, du coup. Il faut bien le masser, son poignet. Exactement. Un autre match, une autre rivalité, j'allais dire naissante, mais déjà bien établie, c'est celle avec l'Olympiakos. Et là aussi, une défaite, mais un match beaucoup plus serré. Monaco a été devant tout le long pour finalement s'incliner de 2 points. C'était un match presque parfait, honnêtement. Partir au Pirée et les maintenir à 75 points, c'est ça 75 points, donc défensivement, c'est bien. On sait que pour bien voyager, il faut bien défendre à l'extérieur, donc c'était le cas. Et après, malheureusement, ça s'est terminé sur un shoot de Shakil McKissic. On peut dire que c'est une option qu'on peut entendre, parce que McKissic, c'est un mec qui tourne à 15-18% à 3 points, c'est pas sa force. Mais sur ce match-là, il est à 3 sur 4, si je ne me trompe pas, à 3 points. Il aime bien jouer contre Monaco en général, il sort toujours des gros matchs. Il toujours ses 3 points. Et là, forcément, il met le shoot de la gagne. Bon, c'est frustrant. C'est un choix qu'on peut entendre. C'est dommage. Et ça a entraîné un petit quelque chose, on va en reparler dans quelques minutes. Ça fait donc 2 défaites d'affilée pour Monaco qui se retrouve 8e avec un bilan de 19. Vous l'avez dit en début de saison, c'est le Far West, ça se confirme, c'est très très serré entre la 5e et la 11e place. Match contre Baskonia qui se profile. Il serait bien inspiré, nos Monégasques, de le prendre celui-là ? Ah oui, il faut absolument le prendre celui-là. De toute façon, maintenant, on voit à quel point cette Euroleague est hyper serrée. Tous les matchs à domicile, il faut vraiment pas se rater, quoi. Parce qu'après, il faut aller les récupérer à l'extérieur. On sait que c'est très dur. Cette Euroleague est encore plus relevée que la saison dernière, ce qui est complètement dingue. Donc oui, face à Baskonia, face à une équipe que Monaco a gagné à Baskonia, on est d'accord ? Et là, ce soit demain, il va falloir assurer aussi. Vous parlez de match complètement dingue, on est obligé de terminer ce débrief par cette rencontre complètement folle, peut-être la plus belle de l'histoire de l'Euroleague, la victoire du Real Madrid après une quadruple prolongation face à l'Anadolu Efes Istanbul. Score final 130-126 avec des chiffres complètement délirants, notamment Shane Larkin et Tibor Pleiss qui ont placé 53 minutes sur le parquet. C'est complètement dingue, c'est un match historique, clairement. Mais encore une fois, comme par hasard, c'est les Espagnols qui sont dans la conspiration. Ils ont une conspiration contre mon sommeil. À un moment donné, je me suis dit, on peut aller dormir ou... Non. Non, mais c'était un match vraiment fou, parce qu'en plus, dans les prolongations, il y avait pas mal de déchets. Mario Zonia, notamment, qui a raté pas mal de shoots, mais qui finalement qui a mis le tir de la gagne à la fin. Fabien Causer, qui a fait un match héroïque, qui a dû se cogner Shane Larkin tout le match. Non, vraiment, c'était un match absolument historique, avec des renversements. Donc, une belle promotion pour l'Euroleague. 40 points en 45 minutes, notamment aussi pour Moussa, l'une des stars, l'un des gros artilleurs de cette équipe du Real. Tout à fait. On passe tout de suite au point d'Ali. Vous retrouvez votre chronique favorite, mon cher Ali, pour parler de quelque chose en lien avec le match face à l'Olympiakos, cette défaite qui a laissé des traces, puisqu'un communiqué a été pondu, par le club samedi, avec des mots qu'on a déjà lus. Violation des règles internes du club. La première fois, c'était pour Mike James, suite à une petite sortie arrosée. Là, c'est pour Eli Okobo, donc, qui a été suspendu temporairement par l'équipe. Oui. Alors, écoutez, de toute façon, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie de l'équipe de Monaco. Il y a des joueurs avec des forts tempéraments, des stars, des joueurs qui sont bien virils. Et là, c'est Eli Okobo qui en fait les frais. Apparemment, il y a eu une altercation, je ne sais pas, verbale, j'en sais rien, honnêtement, je fais que spéculer. Et si le club a décidé de l'écarter, je pense que c'est parce qu'ils estiment qu'actuellement, il est assez nuisible pour l'équipe. Comme ça a pu être le cas pour Mike James la saison dernière, où à un moment donné, il avait une attitude qui faisait que le groupe passait devant. Pour moi, c'est important que Monaco le fasse. Parce que c'est le respect de l'institution, le club avant tout. Le club avant tout, et c'est important que les joueurs s'en rendent compte. Et ça, c'est la meilleure façon de le faire. Si d'aventure, Eli Okobo avait une attitude qui ne plaisait pas.
Donc pour moi, c'est une très bonne chose à faire. Maintenant, on va voir où est-ce que cette situation va nous amener. Lors du premier cas la saison dernière, Mike James avait été écarté des parquets 2 semaines. Selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre à la même durée, le même type de sanctions pour Elie Okobo? Pour le coup, je suis vraiment pas dans le secret des dieux, donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, il y a des rumeurs aussi d'une certaine équipe qui veut récupérer Elie Okobo. Oui, une équipe turque, on a vu. Voilà, une équipe turque, tout à fait, avec des grandes ambitions. Why not, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, ça a raccourci un peu la rotation des extérieurs. Donc du coup, ça simplifie un peu le travail de Sasha Obradovic aussi, il faut le dire. Hein. Si Jordan Lloyd d'Aventure avait la bonne idée de revenir demain, du coup, ce serait beaucoup plus simple pour Sacha de gérer. Il y a aussi Mathieu Strazev derrière. Voilà, on ne sait pas combien de temps sa suspension durera, mais on verra ce que ça donnera. Si ça aura des effets bénéfiques, comme la saison dernière, quand Mike James a été écarté, Monaco a enchaîné pas mal de victoires. Peut-être que ça se passera aussi comme ça ce soir, de cette saison. Et j'ai envie de dire, c'est la vie d'un vestiaire. L'an dernier, après la victoire du côté de Roland Garros, plusieurs joueurs ont dit il y a eu des hauts et des bas cette saison. Il y avait déjà eu des embrouilles dans des vestiaires. En tant que joueur, vous avez aussi connu ça, des embrouilles dans des vestiaires. C'est pas grave, entre guillemets. C'est pas grave. Plus il y a du talent, plus il y a de l'ego dans une équipe, plus il y aura forcément des altercations. Après, il ne faut pas dépasser les limites. Mais moi j'en ai eu pas mal. Je me souviens d'ailleurs dans les vestiaires, un jour, avec Georges Joseph, on était en serviette, et on commençait à se secouer un petit peu. C'est un peu bizarre ce que je raconte. Mais c'est vrai, on était en serviette. Bon, on en parlera. Mais ça arrive. Cette anecdote improbable Tout à fait. dont on ne connaîtra pas la fin. Ouais. Mais ouais, il y avait eu des. Nous sommes un programme familial, donc nous ne pouvons pas nous permettre de. Voilà. Exactement. En tout cas, plusieurs infos sont aussi sorties sur différents sites, notamment l'équipe, qui a contacté l'entourage d'Elie Okobo, qui a démenti la thèse d'une altercation violente et qui a dit que c'était une petite altercation avec Donatas Motiejunas. Oui, bon, si c'était vraiment que ça, je ne comprends pas pourquoi il y aurait eu une suspension. Donc forcément, ils veulent préserver l'image de leurs joueurs. Hein. Donc honnêtement, franchement, je ne sais pas, je ne veux même pas savoir pour vous dire. Donc on verra. Affaire à suivre, on passe à la question du jour. Traversons l'Atlantique, mon cher Ali, pour parler de NBA. Ça fait déjà bien 2 mois que les matchs ont débuté et qu'on peut donc faire une première idée de ce qui est un petit peu en train de se passer, et notamment de ce duel dont on parle entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama, et le Français qui est d'ailleurs en train de sortir une série de matchs assez incroyables ces derniers temps. Malgré cela, les 2 premiers titres de Rookie du mois ont été donnés aux big men du Thunder d'Oklahoma. Est-ce pour vous logique ou pas ? Sachez que je suis frustré. Moi aussi. J'ai pas envie de parler de logique, je suis frustré. Car avant la saison NBA de Wembanyama, j'ai dit qu'il tournera à 20 points, 10 rebonds. Il y est à peu près, quasi. Peu ou prou. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il jouera avec un handicap. Oui. Avec des coéquipiers éclatés au sol, qui ne sont pas foutus de faire une passe correctement, ok, à un mec qui fait 2m45 et qui a autant de talent que n'importe qui en NBA. Et l'autre côté, c'est Greg Popovich qui lui met des restrictions de minutes, donc 25 minutes. Chet Holmgren, il joue dans une vraie équipe, avec un vrai meneur, avec des vrais coéquipiers. Et il a 1 an de plus, plus d'1 an, pratiquement 2 ans de plus. Avec 1 an à s'entraîner, à donner facilité NBA, pour moi, c'est pas un rookie, ok ? Donc à partir de moment, je suis frustré pour Wemby. Parce que, et je vous le dis, maintenant que je le vois jouer en NBA, s'il était dans des conditions normales, il tournerait déjà à 25 points, 12 rebonds, 5 contre. Voilà, c'est simple. Donc je ne crois, ça m'énerve qu'il n'ait pas encore pris un rookie du mois, et j'espère que ça va venir. Mais en tout cas, j'avoue que je ne sais pas à quoi joue Popovich, enfin si j'ai une idée. Il a un plan long terme, il veut un peu tanker, récupérer des draft picks, faire des trades, etc. Mais pour l'instant, Wemby en souffre, et j'ai l'impression que Greg Popovich a vraiment envie d'apprendre la souffrance à Wemby. Et c'est actuellement le cas. Et je souffre avec Wemby. La France souffre. Quand on regarde le dernier match, notamment hier soir, du côté de Cleveland, ça se joue à rien pour que les Spurs viennent gagner sur le parquet d'une très bonne équipe à l'Est. Et on a Jérémy Sohan qui nous sort une passe de l'espace en touche, alors que ça aurait pu être un panier de la gagne pour un joueur des Spurs. Eh oui, tout à fait. Donc après, on a vu Victor Wembanyama très frustré. Normal, hein, parce que lui, il était biberonné au basket européen, au basket français, et a gagné au Mets. Il déteste perdre, surtout. Voilà, au Mets, il était premier du championnat tout le match. Donc là, il est en train vraiment d'apprendre la souffrance. Est-ce que c'est de perdre ? Ouais, la passe qu'il a fait, elle était très bien. Jérémy Sohan, il a juste à monter pour mettre un lay-up ou dunker. Donc je sais pas, même lui, que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, il a l'impression que son cerveau, il est totalement... tout le monde est perdu. Voilà, tout le monde est perdu, il joue meneur, on ne sait pas ce qui se passe. Donc effectivement, c'est très très frustrant ce qui se passe actuellement, et c'est pas normal. Le rookie de l'année, c'est Wemby. Et je dis pas ça parce que je suis chauvin, même si je suis chauvin, c'est vrai. Mais parce que c'est vrai. C'est un vrai rookie, et il est incroyable.
Donnez-lui le ballon, il va tourner à 25 points, 12 rebonds. Et mettez-le sur le terrain, parce que ça suffit aussi les restrictions de minutes après sa petite blessure à la cheville suite à un petit contact avec un ramasseur de balles. Tout à fait. Quand on regarde les stats, c'est vrai, Victor Wembanyama tourne à 18 points de moyenne, 11,4 rebonds, 3,7 passes et 3,8 contres. C'est le meilleur contreur de la ligue. Qui fait ça? Chet Holmgren, 17,4 points, 7,7 rebonds, 2,4 passes et 3,5 contres. Ça veut dire légèrement en dessous, mais dans une équipe bien meilleure et avec des meilleurs pourcentages. Avec des meilleurs pourcentages, effectivement. Mais ça joue beaucoup mieux au basket à côté. Donc c'est pour ça. Après, attention, Chet Holmgren, pour moi, c'est un excellent joueur. Moi, je suis fan. Hein. Mais voilà, ça me frustre pour Wemby. La suite, ce serait quoi alors du coup? On lui enlève cette restriction de minutes et puis collectivement, à force de jouer ensemble, retrouver peut-être un peu plus de basket du côté des Spurs, remettre un vrai meneur. Surtout qu'il monte en puissance. La série de matchs que vous avez dit sur les 25 minutes qu'il joue à chaque fois, c'est monstrueux. J'ai pas les stats en tête, mais il doit être à 24 points, 12 rebonds. Enfin bref, il fait des stats monstrueux sur 25 minutes. Pas face à n'importe qui. Pas face à n'importe qui, effectivement. Notamment, on l'a vu face au duel face à Antetokounmpo. Donc ouais, non, mais moi je pense qu'il faut lâcher un petit peu les restrictions de minutes et lâcher la bête. Ah, la bête est là, et à la fin, elle a envie de manger. Ouais, c'est clair. Mais du côté de Greg Popovich, vous l'avez dit, et de l'organisation des Spurs, on se dit si on finit encore une année dernier ou avant-dernier de la conférence, avec un lottery pick intéressant, on peut avoir encore, pourquoi pas, un très bon joueur, et notamment, pourquoi pas, faisons un peu du basket fiction, Zachary Rizaché qui pourrait débarquer. Rizaché ou Alexandre Sarr, ça dépendra du pick qu'ils ont, mais c'est clair qu'on a des butants en France. Il y a aussi Tidjane Salin et Melvin Agença, donc effectivement, il y a une espèce de mutation qui s'est passée dans le basket français, qui fait qu'il n'y a que des monstres qui sortent, donc ouais, peut-être qu'ils veulent tanker, enfin, ils veulent sûrement tanker pour récupérer des draft picks très hauts. En tout cas, on va suivre la suite de la saison NBA en espérant que Victor Wembanyama, on a bien compris, récupère ce qui lui est dû, et donc ce titre de rookie de l'année, c'est bien ça. Exactement. Eh bien, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup Ali pour cette première de 2024. Merci à vous. On a changé d'année, mais on a pris toujours autant de plaisir à parler ensemble de basket français et international. J'espère que vous aussi, c'était le cas. On se retrouve dans 15 jours, puisque vous le savez, la semaine prochaine, c'est le foot avec Christophe Paco.